Amis de l'heure du temps, bonsoir. La 16e soirée proposée par Dr Dransard. Philippe est médecin homéopathe, il est phytothérapeute et ce soir il vient nous parler des maladies auto-immunes quand la colère ne sait plus à qui s'adresser. Philippe est auteur et son dernier ouvrage, Les maladies, leur sens, leurs remèdes, est une véritable encyclopédie qui, entre guillemets, pathologie par pathologie, propose des soins, des solutions. Merci à tous, bonne soirée, à toi Philippe. Merci Joachim, et merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à ces soirées, à ces causeries. Ce soir, nous allons aborder un ensemble de maladies qui sont très différentes les unes des autres, mais qui ont quand même tout un point commun, et on les appelle les maladies auto-immunes. Et ce point commun est le suivant, c'est notre système immunitaire qui va se retourner contre nous. C'est-à-dire que notre système immunitaire euh, dispose d'un certain nombre de petits soldats, on va dire, hein. C'est une petite armée qui normalement a pour but de nous défendre comment dire, des agressions extérieures. Et pour une raison XY, enfin, une raison que nous allons essayer de comprendre ensemble, ce système immunitaire va se déréguler et au lieu de s'adresser à l'extérieur, il va se retourner contre nos propres cellules. En fait, il y a certains points communs avec les allergies, dans ce sens que cette dérégulation, ce dérèglement du système immunitaire, nous la constatons également dans les allergies, hein, lorsque nous avons une réaction excessive à un agent extérieur, un agent allergisant. Donc une sorte de réaction un peu, comment dire, disproportionnée, au-delà de la nécessité. Et dans la maladie auto-immune, la réaction va se retourner contre ce qui nous constitue, hein, nos cellules, les constituants du moi, pour favoriser donc l'émergence de ces maladies. Alors, ces maladies auto-immunes, elles forment un ensemble, aujourd'hui bien connu, dans lequel on retrouve des maladies apparemment très différentes, hein, aussi différentes que le lupus érythémateux, le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le syndrome sec, la maladie de Crohn, la thyroïdite de Hashimoto, la sarcoïdose, etc. Hein, je vous passe les détails. En fait, on en dénombre 80, hein, 80 maladies auto-immunes, et c'est vous dire combien elles sont répandues et combien ce mécanisme est souvent à l'œuvre dans un grand nombre de maladies. On les distingue en pratique de deux sortes. Il y a les maladies auto-immunes qui ont un impact relativement localisé, c'est-à-dire elles abordent un seul tissu, hein, les anticorps vont attaquer un seul tissu, et celles qui ont une action plus générale, qu'on va appeler systémique, parce qu'elles touchent un ensemble de tissus. Donc, si tu veux, Joachim, déjà passer la première image, donc, qui va nous montrer l'ensemble donc, de ces maladies. Et donc, sur l'image de gauche, la liste de gauche, vous voyez ce qu'on appelle des maladies systémiques, c'est-à-dire que la maladie auto-immune va s'attaquer à un ensemble, un système entier, donc ce qui va toucher un certain nombre d'organes, donc les myosites, hein, pour les problèmes musculaires, la sclérodermie pour la peau, le syndrome de Gougerot-Sjogren, hein, qui est ce qu'on appelle aussi le syndrome sec, hein, ce qui fait que les muqueuses vont devenir sèches et les yeux en particulier vont devenir secs. La polyarthrite rhumatoïde, hein, dont on a déjà parlé, mais on va y revenir. Le lupus qui peut être localisé au niveau de la peau, mais qui peut aussi être diffus et toucher le cœur, les reins, donc avoir une action plus générale. Et puis les vascularites, donc qui vont toucher différents tissus. Vascularites, d'ailleurs, qui sont également impliqués dans le mécanisme du Covid, hein, puisque ce virus, nous l'avons vu quand nous avons abordé cette question,
a tendance à enflammer les parois des vaisseaux. Donc ça, c'est la liste à gauche. La liste à droite va nous parler des maladies qui sont beaucoup plus localisées à un tissu en particulier. Donc les cytopénies, alors ce qu'on appelle cytopénie, c'est la baisse des globules rouges et des globules blancs, hein, qui peuvent baisser sans qu'il y ait de réaction, sans qu'il y ait de cause évidente. Le diabète, notamment le diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est celui qui apparaît en général dans l'enfance et l'enfance ou l'adolescence et qui nécessite ensuite un traitement par insuline à vie. Les hépatites, la maladie cœliaque, hein, c'est l'intolérance au gluten, etc. Donc, je ne vais pas vous refaire la liste, hein. Dans ces maladies, nous avons déjà étudié certaines d'entre elles. Donc, je disais, dans la liste de droite, ce sont les maladies qui vont toucher des tissus localisés, le tissu du foie, par exemple. Il y a des hépatites auto-immunes. La maladie cœliaque, eh bien, c'est par rapport au gluten, hein, et bon, etc. Je ne vais pas m'étendre sur tout ça. Nous avons déjà vu, nous en reparlerons un petit peu, du psoriasis, de la sclérose en plaques, des thyroïdites, hein, notamment de la maladie de Hashimoto, mais aussi la maladie de base d'eau, les uvéites et le vitiligo. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est un ensemble de maladies. Attendez, excusez-moi. Voilà. C'est un ensemble de maladies assez différentes les unes des autres, mais enfin qui ont quand même un point commun que nous allons essayer de comprendre. Donc, toutes ces maladies, en général, évoluent sur un fond chronique avec des poussées aiguës, hein, et elles sont déclenchées par une sorte de perte de tolérance immunologique de l'organisme face à ses propres constituants. Donc, elles ont des points communs avec les allergies, hein, dans ce sens qu'elles sont dues à des réactions immunitaires exacerbées et des réactions immunitaires qui se trompent de cible, hein. Euh, c'est vraiment comme il est dit dans les évangiles, vous savez, quand Jésus disait va et ne pêche plus, le péché dans la langue araméenne donc, de l'époque utilisée par Jésus, le péché signifiait se tromper de cible, hein. Voilà, ce n'est pas une faute, c'est le fait de se tromper de cible. Et bien là, nos anticorps vont se tromper de cible. Et comme les allergies, elles peuvent être spécifiques à une substance, hein, donc allergiques par exemple au pollen, aux piqûres de guêpes, etc., comme elles peuvent s'élargir, hein, à un ensemble de substances. Et de la même manière, les maladies auto-immunes peuvent commencer par toucher un organe avant quelquefois de s'étendre à un ensemble d'organes. Hein, le cas typique, c'est hein, le lupus dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, un petit point important, et nous essaierons de l'approfondir, d'en comprendre le sens tout à l'heure, cette maladie est plus fréquente chez la femme, hein, dans la mesure où 8 cas sur 10, 8 maladies auto-immunes sur 10, ce sont des femmes qui sont touchées. Donc, plusieurs causes ont été évoquées, entre autres un trouble hormonal chez la femme, mais aussi des facteurs environnementaux. S'il est certain que les maladies auto-immunes se développent davantage à l'heure actuelle dans un environnement qui perturbe notre système immunitaire, avec toutes ces molécules, comment dire, artificielles, hein, que l'homme a inventées et qui ne se trouvaient pas dans la nature, notre système immunitaire, il est quand même il est un peu sens dessus dessous, il ne sait plus reconnaître ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et donc, cet environnement moderne dans lequel nous vivons va jouer un rôle favorisant, hein, dans l'exacerbation des maladies auto-immunes. Donc, il y a des facteurs environnementaux, il y a aussi une prédisposition génétique, hein, donc c'est une maladie qui a une composante familiale. Et puis, c'est à la mode en ce moment, bien sûr, hein, il y a le fameux microbiote intestinal. Donc, on a évoqué également un déséquilibre du microbiote intestinal. Et au risque de vous décevoir, je ne vais pas vous parler de ces causes ce soir, hein, je les évoque simplement parce qu'effectivement, elles contribuent
à l'apparition de la maladie, mais je vais vous parler du facteur psy dans la mesure où je pense que le psychisme est un facteur déclenchant. C'est-à-dire que quand vous avez un facteur prédisposant, comme par exemple une prédisposition génétique ou bien des facteurs environnementaux, ça peut jouer, mais la maladie ne va se déclencher, de mon expérience personnelle, que lorsqu'il existe une tension émotionnelle qui va solliciter un point sensible. Alors, comme je le fais d'habitude, hein, pour l'aborder du côté psy, pour essayer de le comprendre, nous allons regarder ça à travers un microscope, hein, pour essayer de voir précisément ce qui se passe et à partir de là, de voir si ça peut nous évoquer quelque chose, hein, dans le sens d'une métaphore. Si la maladie est une métaphore qui va s'exprimer donc dans le corps, euh, lorsqu'on regarde comment ça se passe au niveau microscopique, ça peut amener toute une série d'indications intéressantes. Donc, dans le processus de l'immunité, schématiquement, 3 groupes de cellules sont impliqués dans le processus. Il y a d'abord les lymphocytes B qui vont produire les anticorps, les fameux anticorps. D'autre part, il y a aussi les lymphocytes T cytotoxiques. Alors, ces lymphocytes T cytotoxiques, ils vont produire des cytokines, qui sont des molécules qui vont favoriser l'inflammation et qui sont, comme leur nom l'indique, qui sont toxiques au niveau des cellules. Et ça fait partie des défenses immunitaires. Lorsque vous avez une zone d'agression, vous avez des lymphocytes T qui arrivent, qui balancent des cytokines, et les cytokines vont détruire de façon un petit peu indistincte les cellules qui sont sur le point d'agression. On a évoqué cet orage cytokinique dans le Covid, où il y a une sorte d'hyperréaction de l'organisme, hein, pris au dépourvu par ce virus un peu nouveau, entre guillemets, qui va favoriser ces réactions cytotoxiques qu'on a bien connues au printemps 2020, puisque c'était ces réactions qui étaient principalement la cause d'aggravation, hein, des patients à l'époque. Je dis à l'époque parce que les choses ont quand même bien évolué depuis, dans un sens favorable. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire, on ne va pas revenir dessus, ce n'est pas l'objet de la soirée. Donc, les lymphocytes B vont produire des anticorps. Les lymphocytes T, il y a des lymphocytes T cytotoxiques qui vont produire des cytokines qui favorisent l'inflammation et la destruction des cellules. Et puis, il y a aussi des lymphocytes T régulateurs, hein, qui contrôlent habituellement la réponse immunitaire. Et dans les maladies auto-immunes, ces lymphocytes T régulateurs n'arrivent pas à faire leur travail. Et du coup, les autres lymphocytes vont se comporter d'une façon anormale. Alors, au départ, ces cellules, les lymphocytes, que ce soit les lymphocytes B ou les lymphocytes T, ces cellules ne sont pas programmées, dans un premier temps, elles ne sont pas programmées pour distinguer le moi du non-moi. Hein. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que un lymphocyte va pouvoir repérer un germe qui, voilà, vous avez un germe qui s'introduit dans l'organisme, hein, donc qui est repéré par les lymphocytes, et qu'est-ce qui fait que le lymphocyte se dit « Ah, celui-ci, c'est un intrus », alors qu'il va laisser tranquille les cellules saines. Hein, c'est la subtilité du système immunitaire, qui est un système qui est très puissant, capable de repérer les intrus, de les détruire, tout en respectant les cellules saines. Et là, tout d'un coup, ça ne marche pas. Il y a comme une sorte de confusion, hein, une confusion qui est un peu à la base euh, des difficultés. Imaginez par exemple que les Ukrainiens s'amusent à mettre une lettre Z à l'arrière de leur char. Vous voyez un peu comment dire, la panade, la confusion dans laquelle ça serait, les choses seraient. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Il n'y a rien qui permet de distinguer le moi du non-moi. Hein, et du coup, les lymphocytes vont s'attaquer indistinctement aux différentes cellules, qu'elles nous appartiennent ou pas. Donc, il va y avoir une programmation qui va permettre de distinguer le moi du non-moi. Et cette programmation, pour les lymphocytes B, elle va se faire au niveau de la moelle osseuse, et pour les lymphocytes T, elle va se faire au niveau du thymus. Hein.
Ces cellules vont passer par deux écoles, l'école du thymus et puis l'école de la moelle osseuse. Et ces deux écoles, nous allons le voir, elles ont un rapport, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont un rapport avec l'amour des parents pour leurs enfants. Bon, là, je saute, comment dire, un petit saut quantique, je m'explique. Le thymus, d'abord, dans lequel sont formés les lymphocytes T, le thymus, c'est à la fois une glande endocrine et un organe lymphoïde, c'est-à-dire un organe qui est riche en lymphocytes, comme le sont les ganglions lymphatiques. Cet organe, cette glande, elle est située de part et d'autre de la trachée, quasiment à mi-chemin, presque à mi-chemin entre le cœur et la thyroïde. Et ça n'est pas tout à fait un hasard. Le thymus est une glande qui est très développée chez l'enfant et qui commence à régresser graduellement à partir de l'adolescence et de la puberté. Là aussi, nous allons voir pourquoi. Le rôle du thymus, c'est d'apprendre aux lymphocytes T à découvrir le moi et à apprendre à le distinguer du moi ou du non-moi, hein, le gentil, le méchant, si vous voulez. Hein, donc, les lymphocytes T vont dans le thymus pour apprendre, hein, à distinguer le moi du non-moi. Et au terme de cet apprentissage, les cellules qui n'ont pas réussi à passer leur examen, qui ne sont pas capables de distinguer le moi du non-moi, sont éliminées carrément, alors que celles qui ont réussi leur examen de passage vont ensuite passer dans le sang pour se fixer dans les ganglions lymphatiques, qui sont un peu des postes frontières, des postes de guet, hein, chargés de repérer aux portes d'entrée des microbes, chargés de repérer et d'éliminer les intrus. Et cette glande, le thymus, est très développée dans l'enfance, précisément au moment où l'enfant ne sait pas encore qui il est, hein. Et puis, le thymus va régresser graduellement dans l'adolescence quand la personnalité commence à s'affirmer. C'est-à-dire que quand l'enfant devient adolescent, qu'il commence à avoir une idée de lui assez précise, il s'affirme, le thymus, eh ben, il perd un peu de son, comment dire, de sa nécessité, et du coup, il régresse parce que l'organisme a beaucoup moins besoin de lui, hein, pour ses lymphocytes T qui ont bien appris la leçon. Donc, le fait également que le thymus soit situé entre le cœur et la thyroïde, hein, est intéressant parce que la thyroïde, c'est l'organe de croissance, hein, l'organe de la croissance et de l'expression. Hein, les hormones thyroïdiennes vont nous aider à grandir, elles vont nous aider aussi à fixer le calcium sur les os, elles vont également nous aider à nous exprimer. Et donc, c'est quelque chose qui va nous parler, la thyroïde va nous parler d'une personnalité qui grandit et qui s'affirme. Et quand l'enfant sait qui il est, eh bien son thymus n'a plus besoin il n'a plus de raison d'être. Mais pour grandir, l'enfant a besoin de l'amour de ses parents pour savoir qui il est, hein. Et quand cet amour vient à manquer, hein, ou quand il est asymétrique, hein, ce qui est souvent le cas, hein, par exemple, quand l'un des parents a eu une enfance perturbée au point de ne plus savoir lui-même qui il est, l'enfant va en subir les conséquences, hein. Et il va en subir les conséquences d'autant plus que le parent n'est pas conscient de ses propres difficultés. Alors, j'insiste un peu sur ce point parce que je vois beaucoup de mères de famille qui me disent, qui me parlent de leur enfance difficile et qui me disent: j'ai peur de transmettre cela à mes enfants. J'ai peur de transmettre mes douleurs. Et à ces femmes, j'ai envie de leur dire: mais si vous avez peur, c'est bon signe, c'est que vous ne pourrez pas leur transmettre parce que nous ne transmettons nos propres douleurs à nos enfants que dans la mesure où nous les refusons, ou dans la mesure où nous refusons de les voir. Hein, c'est par exemple euh, un, un enfant qui a été malmené par son père, donc un père autoritaire, fouettard. Eh bien, cet enfant, quand il grandit, peut devenir lui-même un père autoritaire et fouettard s'il n'a pas conscience, hein, de cette douleur d'enfance qu'il a vécue et subie, et s'il s'est construit, je dirais, un peu dans cette forme d'inconscience. Et du coup, dans ce cas-là, effectivement, quand la personne n'est pas consciente de sa douleur, c'est précisément à ce moment-là qu'elle peut le transmettre. Et en niant nos douleurs d'enfance, nous prenons le risque de les transmettre en toute bonne foi à nos propres enfants. Et alors,
petit aparté, hein, quand je dis les transmettre en toute bonne foi, on voit souvent des personnes qui se croient parfaites, hein, qui pensent avoir raison pour tout en ce qui concerne la vie familiale, mais qui ne se rendent pas compte à quel point leur perfection, entre guillemets, met une pression sur leurs enfants. Et c'est pourquoi je vous dis, si vous avez des doutes en tant que parent, c'est bon signe. Hein, ça veut dire que vous n'aurez pas cette tendance à transmettre vos douleurs et vos difficultés que vous avez reçues de vos propres parents. Et j'insiste un petit peu, mais bon, hein, si moi, quand je vois une femme qui me dit j'ai peur d'être une mauvaise mère, je lui dis, je vous rassure, si vous posez la question, c'est que vous ne pouvez pas être une mauvaise mère. Parce que les mauvaises mères ne se posent jamais la question. Hein. Elles ont le sentiment d'avoir raison, et quand quelque chose ne va pas, c'est toujours à 100% la faute des autres. Hein. Voilà. Quand je dis 100%, c'est même pas 90%. Donc, si vous voulez, euh, les mauvaises mères, elles ont toujours le sentiment de tout faire bien. Elles n'ont jamais de doute à ce sujet. Voilà. Donc, je, je pense que la plupart d'entre nous, enfin des personnes participant à ces soirées, hein, sont des personnes qui réfléchissent à leurs difficultés personnelles. Donc, j'aimerais les rassurer et les déculpabiliser, hein, sur ce point. Souvenez-vous aussi, je parlais de la mère, mais on parle de l'amour des parents. Hein, souvenez-vous que le père joue un rôle tout aussi important. Hein, et la relation entre le père, la mère et l'enfant, c'est une relation un peu en triangle. Et quand le triangle n'est pas équilibré, tout le monde en souffre. Hein, je me souviens par exemple d'une jeune femme qui me disait qu'elle avait une relation privilégiée avec un père qu'il adorait. Alors, un père qui adore sa fille, c'est bien, c'est agréable pour cette fille, hein, sauf que, qu'elle le veuille ou non, ça met cette fille en rivalité avec sa mère. Et du coup, les relations de cette fille à sa mère vont devenir compliquées. Hein, pour que le triangle soit équilibré, il faut qu'il y ait de l'amour dans le couple. Hein, sinon, l'un des deux parents va reporter son amour sur son enfant au risque de créer un déséquilibre dans le triangle. Hein, c'est les fameuses situations oedipiennes, je ne vais pas trop m'y attarder. Mais ce déséquilibre, simplement, va comporter un risque pour l'enfant, y compris dans sa vie d'adulte, dans ses sentiments envers son partenaire. Hein. Même mariés, on voit des femmes qui n'arrivent pas à quitter leur père et des hommes qui ne savent pas couper le cordon ombilical, et forcément, la vie du couple s'en ressent. Alors, bon, vous allez me dire que je m'éloigne un peu du sujet initial, à savoir les maladies auto-immunes, mais pas forcément, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on résume, les lymphocytes T passent par l'école du thymus, où ils reçoivent de leurs parents l'amour qui va leur permettre de développer leur personnalité et par là de distinguer le moi du non-moi. Et on a parlé des lymphocytes T, mais pour les lymphocytes B, c'est un peu la même chose, dans la mesure où leur école va se situer dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, qu'est-ce que c'est? La moelle osseuse, c'est une matrice, un peu comme, on va dire, une sorte d'utérus, mais située à l'intérieur de l'os, où les cellules embryonnaires qui vont composer les globules rouges, les globules blancs, vont se développer à l'abri. L'os, nous l'avons vu, va représenter notre structure. L'os va représenter notre capacité de prendre appui sur cette terre, de nous tenir debout et d'y prendre notre place. Et là encore, on retrouve un équilibre entre la dimension maternelle, la moelle, hein, et celle paternelle, la partie dure de l'os, qui vont permettre à ces globules blancs, et en particulier à ces lymphocytes T, de grandir et de s'imprégner de l'idée de qui nous sommes. Qui je suis, quelle est ma place, quels sont mes appuis, hein, et quel est mon poids ici-bas dans mon incarnation sur cette terre. Voilà, ça c'est quelque chose que les os vont nous apprendre. Et là encore, cette double école, hein, que ce soit celle du thymus ou celle de la moelle osseuse, va se nourrir de l'amour de nos parents. Et quand quelque chose dans cette école n'a pas fonctionné, hein, la personne n'a pas eu une idée claire de qui elle est vraiment. Alors, vous allez me dire que c'est un peu vrai pour chacun de nous, dans une certaine mesure, c'est vrai. Malgré tout, euh, ça peut entraîner un certain degré de confusion. Nous avons toujours, par rapport à l'image que nous avons de nous, la capacité ou la question de savoir euh, si nous sommes vraiment dignes d'amour, hein, et nous sommes dans des stratégies pour être aimés, hein, qui peuvent varier évidemment d'une personne à l'autre, mais qui sont toujours basées sur ce même besoin d'amour.
Alors, prenons quelques exemples. Le lupus, par exemple. Le lupus, c'est une maladie auto-immune qui touche principalement la peau, mais qui peut aussi toucher les organes nobles, en particulier le cœur et le rein. Donc, il y a des formes qui peuvent être graves, hein, notamment avec atteinte cardio-pulmonaire ou rénale, qui heureusement se voient moins à l'heure actuelle parce qu'elles sont dépistées assez précocement et traitées en général par des corticoïdes ou des traitements immunosuppresseurs qui vont limiter les dégâts. Les formes bénignes ou intermédiaires, qui sont beaucoup plus fréquentes, évoluent en général par poussée, espacées par des longues phases de stabilisation, voire de rémission. Le mot lupus a été donné à cette maladie en raison de la fréquence d'une éruption en aile de papillon à cheval sur le nez, hein, qui pour les homéopathes évoque un remède qui est sépia. Et cette coloration va donner au regard, aux yeux, un regard de loup. Et c'est à partir de ce regard de loup, hein, que la maladie a été notée, donc lupus, hein, l'étymologie, c'est le loup, le regard de loup. Eh bien, la place du loup, c'est quoi? C'est dans la forêt, c'est loin de la vie humaine, hein, et ces personnes éprouvent souvent beaucoup de difficultés à trouver leur place. Elles avancent dans la vie avec un tel sentiment de dévalorisation que tout devient pénible, tout devient compliqué, la vie professionnelle comme la vie affective. Et ce sont des personnes qui donnent souvent le sentiment de ramer dans tous les domaines, comme si pour elles, rien n'était simple. Elles ont besoin d'apprendre à se respecter, à se faire respecter, à s'aimer elles-mêmes, car ce sont souvent des belles personnes, mais elles ne le savent pas, hein. Donc, du coup, ne sachant pas qui je suis, quand je suis en colère, ma colère, hein, donc les maladies auto-immunes sont des maladies, excusez-moi, j'aurais peut-être pu commencer par là, sont des maladies de nature inflammatoire. Donc, ça veut dire qu'il y a une colère, hein. Et cette colère, euh, au lieu d'être exprimée à l'extérieur, elle va être autodestructrice. Nous allons la retourner contre nous dans une forme d'autodestruction, hein. Et donc, dans la maladie auto-immune, notre propre défense se retourne contre nous dans une sorte de jugement négatif envers nous-mêmes, hein. Je vous prends un exemple, hein. Imaginez qu'un avocat censé vous défendre dans un procès retourne ses attaques contre vous, hein. Alors évidemment, vous n'allez pas vous laisser faire, sauf si vous pensez qu'il a raison, hein. Et si vous dites il a peut-être raison, à ce moment-là, vous serez, comment dire, beaucoup plus exposé par votre doute à son agression. Eh bien, la maladie auto-immune fonctionne un petit peu de cette manière-là. Donc, l'image que ces personnes ont d'elles-mêmes semble être tellement dévalorisée que leur défense se retourne contre elles. Donc ça, c'est vraiment typique du lupus. Et les symptômes du lupus peuvent être différents chez chaque personne. Ils peuvent être légers ou sévères. Un léger, par exemple, une petite éruption rouge sur les joues ou un petit placard, hein, donc en papillon. Ça peut être aussi une sensibilité à la lumière du soleil. Ça peut être quelquefois des petits aftes indolores au niveau du palais, hein, ou dans le nez avec des ulcérations des muqueuses. Ça peut être une petite arthrite aussi au niveau des mains et des pieds, avec les articulations un peu douloureuses et enflées. Il peut y avoir des diminutions des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes. Et puis, quand on fait une prise de sang, on s'aperçoit qu'il y a dans le sang donc, des auto-anticorps, hein, donc, qui sont des protéines responsables d'une attaque anormale sur les tissus sains de l'organisme. Voilà. Donc, vous faites une prise de sang, par exemple, et vous voyez un taux élevé d'anticorps antinucléaires. Alors, ça ne veut pas dire quand vous avez un taux élevé d'anticorps antinucléaires que vous avez un lupus. Ça veut dire qu'il y a un facteur prédisposant et on voit quand même un certain nombre de personnes qui ont des analyses un peu perturbées, des anticorps un peu perturbés, mais qui heureusement n'ont pas développé de symptômes. Voilà donc un petit mot sur le lupus. Euh, le, une autre maladie auto-immune, bien connue, hein, malheureusement, c'est la polyarthrite rhumatoïde, hein. La polyarthrite rhumatoïde, donc, qui commence le plus souvent par une sorte d'enraidissement douloureux de plusieurs articulations, hein, généralement les poignets, les mains, les doigts,
les articulations se mettent à gonfler et comme il s'agit d'une maladie inflammatoire, en général, les symptômes sont plus présents en fin de nuit ou le matin. Et l'enraidissement, par exemple, va se traduire par une sorte de dérouillage matinal. La personne va devoir, un peu comme dans l'arthrose, hein, donc dérouiller ses muscles pour pouvoir ensuite vivre normalement. Et en général, donc, cette raideur diminue après plusieurs dizaines de minutes. Et ça s'accompagne bien souvent aussi de lassitude, de fatigabilité. Euh, le, alors, la polyarthrite rhumatoïde, je l'ai souvent observée dans des situations à la suite d'un deuil. Je vous avais cité l'exemple de Noël, cette femme dont le fils s'était tué dans un accident de voiture parce qu'il faisait de la compétition automobile, et Noël s'en était voulu de ne pas avoir su le retenir, hein, retenir son fils et l'empêcher de faire ses courses. Eh bien, après le décès de son fils, elle a commencé à avoir une douleur au niveau de ses mains, hein, qui ont commencé à gonfler, à devenir rouges, autrement dit, à manifester une certaine colère, mais une colère qu'elle retournait contre elle et qu'elle retournait contre ses mains de ne pas avoir su retenir, hein, son enfant et l'empêcher de faire des bêtises et finalement de se tuer, hein, du fait de ses courses automobiles. Donc, il y a la polyarthrite rhumatoïde apparaît souvent après un deuil, mais ce n'est pas le deuil en soi qui rend malade, hein. Ce sont plutôt les circonstances dans lesquelles le deuil est apparu, la manière dont les choses ont été vécues et un certain degré de culpabilité, hein, qui affecte la personne dans la manière dont les choses se sont passées. Et là aussi, c'est intéressant de regarder ce que l'on voit au microscope, hein. Quand dans une polyarthrite rhumatoïde, vous voyez une articulation, bon, une articulation normale va comporter du cartilage avec une membrane synoviale qui va tapisser tous les tissus fibreux, tous les éléments de l'articulation, les ligaments, les tendons, les capsules. Autrement dit, tout ce qui va servir à unir les extrémités osseuses. Mais on a souvent le sentiment, chez ces personnes qui font une polyarthrite rhumatoïde, hein, le, la zone qui est touchée, donc c'est la synoviale, c'est cette zone-là qui enveloppe. On a le sentiment que ce sont des personnes qui sont dans un échec d'avoir maintenu l'enveloppe, hein. Je ne parviens pas à maintenir, à unir ensemble, à tout garder dans la même enveloppe, donc ce qui est en général une enveloppe familiale, hein. Et la polyarthrite rhumatoïde va effectivement se caractériser par une synovite agressive, c'est-à-dire une inflammation de cette synovie. Nous nous retournons contre notre enveloppe de ne pas avoir réussi à, à faire, à garder ensemble, hein, on va dire les éléments de la famille, par exemple. Donc il y a cette idée effectivement de tout garder dans cette même enveloppe. Donc, oui, bon, après c'est l'anatomopathologie, je ne vais pas... Voilà. Alors, un petit mot aussi de la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie qui est proche de la polyarthrite rhumatoïde, mais qui va toucher principalement la colonne vertébrale, en particulier la colonne lombaire, et qui va toucher la colonne lombaire lombosacrée dans la zone des appuis, hein, c'est-à-dire toute la partie, donc le bassin, le dos, et là aussi, il peut y avoir une relation, comment dire, avec les parents, dans la mesure où j'ai souvent remarqué que ces personnes avaient une difficulté soit avec l'image maternelle, soit bien souvent avec l'autorité, hein. Et en particulier, souvent chez un homme d'ailleurs, le conflit avec l'autorité. Et si pour un grand nombre de personnes, l'autorité est un peu comme un tronc d'arbre sur lequel elles vont s'appuyer, eh ben, cet appui peut être ressenti comme douloureux. Et ce sont souvent des personnes qui vont se sentir prises dans un carcan, hein, une carapace. Elles se sentent un peu coincées, hein, coincées un peu comme dans la sclérose en plaques, hein, que nous avons vu, mais la sclérose en plaques est davantage coincée par les injonctions familiales, hein, par le petit juge intérieur, c'est-à-dire par une sorte de surmoi, alors que dans la spondylarthrite ankylosante,
c'est plus coincé par l'autorité qui les empêche de vivre leur existence. Et dans la CEP, il y a donc ce juge intérieur qui est aussi comme une carapace, enfin qui bloque les personnes, qui les coince et qui les empêche de faire le juste choix, un choix, autrement dit, un choix qui serait juste pour elles. Alors, il y a aussi, petite parenthèse sur la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, qui est l'intolérance au gluten, et les médecins classiques se posent la question de dire est-ce que c'est une intolérance ou une allergie? Ben, j'ai envie de répondre un peu les deux. Tout dépend, la tolérance au gluten, si elle est majeure ou pas. C'est-à-dire que dans l'allergie, euh, vraiment, la trace de gluten peut rendre la personne malade. Mais la vraie maladie cœliaque, hein, qui est une allergie où vous êtes obligé de regarder toutes les étiquettes pour éviter de prendre un dixième de gramme de gluten, c'est quand même une maladie relativement rare, alors que à notre époque, l'intolérance au gluten est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent, hein. Et, et donc des personnes qui peuvent en manger un petit peu, si vous voulez, l'intolérance au gluten, elles peuvent en manger un petit peu, mais pas trop, hein. Une tranche de pain, ça passe. 3 tranches de pain, bonjour les dégâts, hein. Voilà. Donc, les, euh, comment dire, on pourrait dire, si vous voulez, que la maladie cœliaque, c'est un peu comme une maladie auto-immune qui est induite par l'ingestion de gluten. Et ces symptômes sont très variables d'une personne à l'autre, mais en même temps, bon, il y a toujours plus ou moins des problèmes de colite, de ballonnement, de fatigue également, et quelquefois de douleurs articulaires également, hein. Donc, ce qui fait que le diagnostic n'est pas facile à faire et dans bien des cas, effectivement, il est difficile. Et parmi les symptômes les plus fréquents, donc ballonnement, flatulence, diarrhée, constipation, douleur abdominale. Voilà. La maladie cœliaque peut aussi provoquer d'autres symptômes comme des nausées, des variations de poids, une fatigue persistante, des crampes musculaires, des douleurs osseuses, des aftes, hein, des irrégularités menstruelles, de l'anémie, enfin bref. Euh, Dans les maladies auto-immunes, on voit de tout, hein. C'est relativement polymorphe. Mais ici, il y a une question intéressante. Pourquoi le gluten? Pourquoi le pain? Eh bien, j'ai presque envie de dire que les problèmes d'intolérance au gluten, c'est un peu la maladie du pain quotidien. Le pain quotidien, c'est qu'est-ce que je vais manger demain? Et c'est vrai que à notre époque où nous vivons quand même un certain nombre d'incertitudes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, l'incertitude sur l'avenir, sur le travail, sur la planète, hein, comment ça va se passer. Euh, c'est toute cette somme d'incertitudes va rendre les personnes soit allergiques, donc un peu à fleur de peau, hein, avec des réactions d'allergie presque psychologiques, exacerbées, hein, où vous voyez une perte de tolérance qui quelquefois est surprenante, hein, dans une manière de réagir, de surréagir euh, à des choses qui devraient pourtant être banales ou familières. Euh, mais il y a aussi effectivement cette question du pain quotidien, qu'est-ce que je vais manger demain, euh, à laquelle s'ajoutent évidemment les facteurs environnementaux, la manière dont le pain est préparé, hein, de manière industrielle, sans respecter toutes les phases de préparation, et donc avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur un certain degré d'intolérance au pain. Euh, Au niveau de la peau, j'ai oublié de vous parler aussi du psoriasis, hein. Donc le psoriasis, je vous rappelle, donc c'est une question d'un rapport difficile au père, hein. Euh, et la personne qui a du psoriasis, en général, se pose la question de savoir quelle est sa place, quelle est ma place. En général, c'est ma place sur le plan social, hein, ma place dans le travail, ma place dans la société. Et le fait que le psoriasis se localise souvent au niveau des coudes, hein, puisque c'est une localisation très typique du psoriasis, hein, et quand vous voulez faire votre place, qu'est-ce que vous faites?
eh bien, vous jouez des coudes. Et quand vous n'arrivez pas à jouer des coudes, ça vous démange. Ça vous démange de ne pas pouvoir jouer des coudes pour vous faire votre place. Comment dire, je suis un peu schématique, mais c'est pour essayer de recentrer, pour essayer de donner, on va dire, des vignettes, des petits éclairages. Et j'ai souvent remarqué l'apparition ou l'exacerbation d'un psoriasis après une déception professionnelle ou à la suite d'un conflit avec l'autorité, sans que ce soit spécifique. Il m'a semblé remarquer chez ces personnes, surtout chez les hommes, un besoin d'être reconnu par le père, besoin qui est resté souvent insatisfait dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et le psoriasis va témoigner souvent d'une difficulté relative à notre place. Quelle est ma place dans la famille? Comment mes parents me perçoivent-ils? Quelle est ma place dans mon travail, dans mes relations? Voilà. Et ce sont souvent des personnes d'ailleurs qui sont dans cette question douloureuse, qui sont un peu à fleur de peau, autant moralement que physiquement. On peut aussi dire un petit mot du vitiligo. Donc, à l'inverse du mélanome qui se défend d'une manière excessive, le vitiligo, c'est un peu comme la perte de la couche d'ozone. Le vitiligo, c'est normalement, nous avons au niveau de la peau des cellules qu'on appelle les mélanocytes, qui vont tendance à se colorer, se remplir de mélanine de façon plus ou moins uniforme quand un rayon de soleil vient nous caresser. Et cette mélanine, quelquefois, bon, effectivement, dans certaines maladies comme le mélanome, tout d'un coup s'exacerbe, comme s'il y avait une panique à bord, il faut bourrer de mélanine, et du coup, il peut y avoir un point très localisé qui devient dangereux, qui est le mélanome. Et dans le vitiligo, c'est presque un peu le phénomène inverse. La personne se dépigmente, elle n'a plus, elle n'a plus de, comment dire, il y a des plaques qui en général, ça commence par les mains, mais ça peut ensuite s'étendre au niveau du corps et du visage. Et ce sont des personnes souvent qui vivent un choc émotionnel, une peur très violente, avec le sentiment d'avoir perdu la protection. Elles n'ont pas été protégées et cette perte de protection va se traduire par ce que j'appelle la perte de la couche d'ozone, c'est-à-dire la perte de la couche des mélanocytes qui vont nous protéger des rayons du soleil. Et j'ai souvent remarqué la notion de violence dans les événements déclenchants, voire dans l'enfance de la personne. Ce sont des personnes qui souvent ont vécu des événements violents ou des parents violents. Et par exemple, donc une histoire de violence paternelle, une histoire qui, quand elle se réactive à l'âge adulte, peut engendrer un vitiligo. Et comment dire, il se peut aussi que la personne ait été critiquée ou qu'elle se soit culpabilisée pour ce qu'elle n'a pas fait ou ce qu'elle aurait dû faire, ce qui, à ce moment-là, favorise un vitiligo dont le point de départ va se situer au niveau des mains. Je ne l'ai peut-être pas dit assez au niveau de la polyarthrite rhumatoïde et de ces maladies diffuses. C'est toujours intéressant de repérer le point de départ. À partir de quand c'est apparu, qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là et pourquoi telle articulation. Quand une personne vient pour une polyarthrite rhumatoïde qui a envahi le corps entier, avant d'envahir le corps entier, il y a eu une articulation touchée. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi cette articulation, précisément, qu'est-ce que la personne a vécu à ce moment-là, et de faire le lien entre les deux, parce que là, vous aurez une clé qui va vous permettre de comprendre le mécanisme, une clé qui ensuite a été perdue quand on a commencé effectivement à mettre des diagnostics, à faire des examens et à passer dans le discours médical plutôt que de se poser la question du pourquoi, pourquoi cela m'arrive. Voilà. Donc, voilà pour le vitiligo. La thyroïde également. La thyroïde est souvent impactée, notamment à travers deux maladies. D'une part, la thyroïdite de Hashimoto. Donc, les thyroïdites donc, sont une inflammation de la glande thyroïde qui va se traduire en premier lieu par une hyperthyroïdie, qui va ensuite, dans un deuxième temps,
déboucher sur une hypothyroïdie chronique, hein, comme si la thyroïde se relevait épuisée de ce combat intérieur. Hein. La thyroïdie de Hashimoto, c'est un peu comme un incendie dans une usine. Hein, donc ça brûle, il y a du feu, et une fois que ça s'est calmé, il y a encore un peu de braise. La moitié de l'usine fonctionne encore, heureusement, donc souvent les personnes peuvent vivre pratiquement normalement, mais suivant le degré d'intensité de la destruction de l'incendie, euh, il est parfois nécessaire de corriger avec un stimulant de la thyroïde pour éviter l'hypothyroïdie. Voilà. Donc, le facteur commun, hein, de ces maladies de la thyroïde, c'est toujours un problème de communication. Hein. C'est quelque chose que je garde en travers de la gorge, que je n'arrive pas à dire, je ne parviens pas à en parler. Hein. Ça peut être un souci prolongé, ça peut être une peur, ça peut être une déception affective ou professionnelle, peu importe. Je garde ça là. Hein. Et quand la personne ne sait plus tout à fait qui elle est dans cette situation et comment elle va se positionner par rapport à ce qu'elle a vécu, c'est à ce moment-là que sa colère ne sait plus à qui s'adresser et qu'elle peut se retourner contre ses propres cellules. Ou dire à la thyroïde, mais pourquoi tu n'as pas dit ce que tu ressentais, hein. Donc, je m'énerve contre ma thyroïde, hein, qu'elle ne m'ait pas aidé à m'exprimer, et du coup, mes anticorps vont se retourner contre elle. Donc, la maladie de Hashimoto est une réaction auto-immune, hein, comme un incendie, et de même que la maladie de Basedow, qui est aussi une maladie auto-immune, mais avec, comment dire, là, c'est un petit peu différent. Dans la maladie de Basedow, la thyroïde s'emballe et il n'y a rien pour il y a rien pour la freiner. Et du coup, c'est un peu comme si vous étiez dans une voiture, donc vous accélérez, et puis tout d'un coup, l'accélérateur s'emballe, et vous avez beau appuyer sur le frein ne répond pas, l'accélérateur reste bloqué. Ben, la maladie de Basedow, c'est un petit peu ça. Et dans la maladie de Basedow, bon, vous connaissez les symptômes, un amaigrissement, un cœur un peu rapide, un essoufflement anormal, une aversion de la chaleur. Il y a aussi ce symptôme assez caractéristique, hein, que de l'exophthalmie. Hein, la personne a les yeux qui sortent et qui sortent des orbites et qui donnent à ces personnes donc un regard un peu halluciné, assez caractéristique. Eh bien, la maladie Basedow peut aussi apparaître après une colère rentrée, euh, mais c'est aussi une maladie qui est souvent impliquée dans les questions de temps. Hein. J'ai peur de manquer de temps, il faut que je fasse vite. Hein. Donc il y a une accélération et la personne effectivement est dans une position soit de faire vite, soit de peur, comme dans l'exophthalmie, où les yeux sortent des orbites, comme s'il fallait fuir quelque part. Hein. Il y a aussi, dans la maladie de Basedow, souvent quelque chose en rapport avec la fuite. Le, le diabète, hein, le diabète de type 1, donc c'est souvent chez un enfant ou un adolescent consécutif à une peur violente et non dite, là aussi. Une peur qui n'a pas été exprimée, une peur de perdre le lien, un lien vital. Vous savez, j'ai déjà comparé le pancréas à, comment dire, une sorte de cordon ombilical, hein, puisque le pancréas est une glande qui est vraiment euh, symétrique, hein, à mi-chemin entre le haut et le bas, et entre la droite et la gauche, vraiment au milieu. Et bon, je parle de la partie la plus active du pancréas, à savoir la tête. Après, bon, vous avez la queue du pancréas qui se prolonge à gauche. Mais enfin, globalement, le pancréas est quand même bien central. Et j'ai souvent remarqué que ces personnes qui avaient un diabète, que ce soit un diabète du type 1 ou du type 2, étaient des personnes qui avaient peur de perdre un lien vital. Et chez l'enfant, donc c'est une peur qui est violente, qui fait que le pancréas va s'enflammer euh, et, euh, et donc provoquer cette destruction cellulaire, malheureusement, qui n'est pas réversible. Hein.
autant il reste possible de soigner des diabètes de type 2, autant les diabètes de type 1, on ne peut qu'accompagner ces personnes dans leur gestion de leur dose d'insuline. Alors, il existe d'autres maladies, bon, je vais pas toutes les faire, hein, bon, notamment l'hépatite, les hépatites auto-immunes. Hein. L'hépatite, donc, c'est aussi une colère contre soi, mais le foie, ça sert à quoi? Hein, le foie, c'est ce qui va me permettre de m'approprier mon existence. Hein. C'est-à-dire que c'est le dernier organe de la chaîne digestive. Avant que les molécules passent dans le foie, elles ne sont pas encore moi. Quand elles passent dans le foie, il y a la marque du moi qui s'imprime. Et donc, je peux faire cette distinction, mais c'est quelque chose donc, qui va exprimer le désir d'appropriation. Ça, j'en veux, hein, et ça, j'en veux pas. Hein. Donc, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux pas? Donc, ça va nous parler de nos désirs ou de nos rejets. Et dans l'hépatite auto-immune, il y a souvent une colère qui est retournée contre soi de ne pas parvenir à s'approprier son existence et de ne pas parvenir à vivre sa vie de désir. Voilà. Alors, vivre sa vie de désir, c'est une question qui est plus fréquente chez les femmes, hein, que chez les hommes. Et je reviens donc sur cette idée qui m'a interpellé. Pourquoi les femmes sont-elles touchées à 80%, hein? Qu'est-ce qui fait euh, que les femmes sont touchées à 80% plutôt que les hommes? Alors, Joachim, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu peux nous mettre l'image numéro 2, s'il te plaît? Le rapport d'une mère à sa fille. Imaginez la mère demandant à sa fille, ma fille, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Autrement dit, est-ce que tu es la même que moi? Donc, la maman va projeter une sorte de miroir en espérant se retrouver dans sa fille, ou retrouver en tout cas une certaine image idéale qu'elle a d'elle-même. Et c'est la raison pour laquelle les mamans peuvent passer beaucoup de choses à leur garçon, qui a la chance d'être du sexe opposé, alors qu'en général, à leur fille, elle passe beaucoup moins de choses. Une maman va être beaucoup plus exigeante envers sa fille, hein, parce que elle veut quelque part que sa fille incarne cet idéal que la maman aimerait avoir d'elle-même. Mais la fille, si elle reste dans le miroir, elle étouffe, hein, elle n'est pas elle-même. Et elle dit, maman, je suis désolée, j'existe. Exister, ça veut dire quoi? Un ex, c'est en dehors, sister, se tenir. J'existe, maman. Et en même temps, j'existe, mais j'ai besoin de ton amour. Hein, parce que je ne peux pas rester dans le miroir, sinon j'étouffe. Donc je sors du miroir, mais je prends le risque en sortant du miroir, hein, que tu ne me reconnaisses plus comme ta fille. J'ai besoin de ton amour. Donc, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, hein, qui est une sorte un peu d'ambivalence, on va dire. Et le, euh, le, comment dire, la maman va dire, tu es ma fille, mais, hein, euh, tu es ma fille, mais je préfère ton frère ou je préfère ta sœur. Hein. Donc, il y a une certaine ambivalence. Hein. Euh, je t'aime moi non plus. Bon. Et alors, du coup, la fille va répondre, mais alors, qui suis-je? Qui suis-je? Hein. Et pour voir la différence avec une femme, on va voir maintenant avec un homme, on va passer à l'image numéro 3. Voilà. Donc, dans l'image numéro 3, le rapport entre le père et le fils. Mon fils, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es le même que moi? Donc, il y a aussi le miroir et une projection. Hein, donc, le garçon, pareil, répond, désolé papa, j'existe. Hein, donc, en dehors, je me tiens. Sauf que chez l'homme, la situation est beaucoup plus brutale. Et, elle va, euh, la situation est beaucoup plus brutale. Et le père comment dire, il ne sera pas dans l'ambivalence. Hein, il sera dans le tout ou rien. C'est-à-dire que s'il dit, je ne reconnais pas mon fils, hein, je ne me reconnais pas dans ce garçon, il va y avoir un phénomène de rejet. Hein, et dans ce phénomène de rejet, donc il y a quelque chose d'assez brutal qui n'est pas du tout dans l'ambivalence. Hein.
Et du coup, le fils soit se dit, je suis coincé dans le miroir, je n'ai pas d'autre moyen que de le briser, autrement dit, de m'opposer à mon père, hein, ou je n'y arrive pas, et à ce moment-là, je je vais lui montrer sa part d'ombre, hein. Et je ne vaux rien, hein, ça peut s'entendre aussi comme je ne vaux rien, hein. Voilà. Et j'ai souvent vu cette situation, par exemple, chez des hommes qui avaient une belle situation professionnelle, des personnes un peu reconnues, et dont le fils devient délinquant, drogué, enfin voilà. Il prend le contre-pied parce qu'il n'y a pas de subtilité, hein, dans la relation père-fils, c'est quelque chose qui est beaucoup plus en tout ou rien. Donc, le garçon, dans cette situation-là, il va faire des bêtises ou il va déprimer. Bon, je pense qu'on peut quitter on peut quitter l'image, voilà. Donc le garçon, dans cette situation-là, il va donc soit euh, il va avoir une réaction tranchée, alors que la fille, elle est prise dans cette ambivalence, et du coup, euh, pour elle, la réponse est plus compliquée, hein. Il y a une sorte du côté féminin, c'est l'ambivalence, je t'aime moi non plus. Il y a à la fois de l'amour et de la rivalité, hein, d'où la question qui suis-je pour l'autre, et la réponse est plus compliquée. Et c'est pareil dans les situations difficiles de l'existence, où la fille va se dire, mais qui suis-je face à l'autre, hein. Donc c'est quelque chose qui est mal défini, hein. Donc le moi est mal délimité. Et le moi étant mal délimité, il peut y avoir une confusion, hein, d'où le risque de retourner la colère contre soi, hein. Et donc souvent, donc, les maladies auto-immunes sont des maladies où il y a une sorte de grande dévalorisation, hein, où, comme on l'a vu quand quand on a évoqué les situations, enfin des personnes qui vivaient, qui avaient un lupus. Alors, euh, pour terminer, hein, ce rapide tour d'horizon, euh, je vais quand même aborder un petit peu les solutions, quelques solutions. Quelques solutions. Donc, vous l'avez vu, il y a de la colère et il y a une dévalorisation de l'image de soi. Et pour cela, donc, il y a deux fleurs, deux élixirs floraux qui peuvent être intéressants, la camomille pour la colère et le bouton d'or pour la dévalorisation, pour retrouver une belle image de soi. Euh, J'utilise aussi volontiers dans les maladies auto-immunes du cassis, hein, ribes en bourgeon, qui a un effet anti-inflammatoire, un effet régulateur sur le plan immunitaire et un effet anti-inflammatoire intéressant. Et surtout, j'ai remarqué, pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'homéopathie, que le remède le plus souvent indiqué dans les maladies auto-immunes, c'était Natrum muriaticum. Pourquoi Natrum muriaticum? Natrum muriaticum, c'est du sel marin. Le sel marin, euh, c'est ce qui, à dose forte, va retenir l'eau, hein, donc il va retenir l'émotion, si vous voulez, et à dose faible, à dose infinitésimale, il va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va libérer l'émotion. Eh bien, en libérant l'émotion, hein, ce remède va aider la personne à tourner la page. Hein, c'est souvent comment dire, une image que je propose à mes patients à qui je donne la trombolyticum, où je leur dis, vous savez, c'est comme si vous aviez des vieux fantômes, hein, donc fantômes de votre vie d'enfance, hein, de tout ce que vous avez vécu, des vieux fantômes que vous avez enfermés dans la cave parce qu'ils faisaient un peu trop de bruit et puis il faut quand même bien grandir et passer à autre chose. Donc, vous les avez enfermés dans la cave. Mais ils sont toujours là, hein. Ils sont toujours là, ils tambourinent et la nuit, ils viennent vous gratter les orteils, vous empêcher de dormir. Bref, ils sont là à se manifester. Et quand vous allez prendre Natrum Muriaticum, c'est comme si vous alliez ouvrir la porte de la cage, le fantôme est libéré, et surtout quand il est libéré, ne vous attachez pas à lui, hein, laissez-le traverser la maison, ça va faire un grand courant d'air, ça va peut-être renverser le pot de fleurs en passant, peu importe, à partir du moment où il est parti, vous serez libéré. Il y a un effet de libération par ce remède qui est quelquefois tout à fait étonnant. Et alors, qu'est-ce qui est libéré? Eh bien, quand nous avons une belle image de nous, hein,
nous pouvons, dans une situation difficile, faire la part des choses, hein, et nous libérer de ce que nous avons vécu en disant ben, j'ai vécu cela, mais ce n'est pas moi. Hein. Bon, je l'ai vécu, ça n'a pas été agréable, mais je sais que je ne suis pas ce que j'ai vécu. Et quand je ne parviens pas, au contraire, à détacher l'image que j'ai de moi, hein, de ce que j'ai vécu, à ce moment-là, je reste attaché à ce que j'ai vécu. Hein, je n'arrive pas à tourner la page. Et là aussi, c'est une image que je propose quelquefois. L'image que nous avons de nous, c'est un peu comme un vêtement. Hein. C'est un vêtement que nous mettons, on se sent bien dedans, plus ou moins. Et imaginez que vous alliez le soir voir une séance de cinéma. Et comme vous le savez, au moment où vous sortez, hein, dans les portes de sortie, donc ces portes s'ouvrent dans un sens, mais pas dans l'autre. Et au moment où la porte se ferme, clac, votre vêtement reste coincé dans la porte. Et donc, du coup, vous êtes coincé, vous n'arrivez pas à avancer. C'est ce qui nous arrive quand nous vivons un traumatisme qui va nous toucher dans l'image que nous avons de nous. L'image que nous avons de nous, elle est coincée dans la porte. Et du coup, nous ne parvenons pas à avancer, nous ne parvenons pas à tourner la page. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de nous rendre compte que nous ne sommes pas cette image de nous. Elle n'est qu'un vêtement. Hein, donc, nous acceptons de nous libérer de ce vêtement et ça nous permet d'avancer. Et je pense que voilà, j'aimerais terminer sur cette, peut-être sur cette note encourageante, hein, pour celles et ceux parmi vous qui ont des maladies auto-immunes, donc qui sont nombreuses. Nous souffrons principalement de cette image de nous. Mais cette image de nous, encore une fois, ça n'est pas nous. Hein, si vous voulez, on pourrait dire c'est comme un vêtement, on pourrait dire aussi c'est comme un miroir. Je me regarde dans le miroir, bon, qui me renvoie une image de nous, de moi. Mais imaginez maintenant que quelqu'un vienne avec un marteau et casse le miroir, votre image va éclater. Mais ce qui a éclaté, c'est pas vous, c'est le miroir. Donc faites bien la distinction entre ce que vous vivez et qui vous êtes. Hein. Nous ne sommes pas ce que nous vivons. Hein. Ce que nous vivons, c'est comme un tremplin. Ça nous permet d'avancer, mais c'est important de pouvoir nous en détacher et de pouvoir nous, comment dire, euh, nous, nous réconcilier avec la beauté de qui nous sommes. Voilà. Je voulais terminer simplement sur sur cette petite image. Merci de votre attention. Je me rends compte que j'ai essayé de dire beaucoup de choses en peu de temps, comme d'habitude, hein, mais les maladies auto-immunes sont très variées, mais elles ont toutes ce point commun, hein, de la question de l'image de soi et de faire la part des choses, de cette confusion, qui je suis dans cette situation. Voilà, je vous laisse la parole. Bonsoir. Bonsoir. Je souhaitais savoir Natrum muriaticum en quel CH? Alors, je vous conseille de le prendre en échelle. Ne commencez pas par une dilution trop forte. Dans un premier temps, vous pouvez commencer par une 15 CH. 15 CH, une dose que vous laissez agir. N'hésitez pas à le faire laisser agir assez longtemps, sur 2 ou 3 semaines, par exemple. Et si vous n'observez aucun effet, n'hésitez pas non plus à monter la dilution, parce que certains remèdes ne donnent leur plein potentiel qu'à très haute dilution. Donc, après 2 ou 3 semaines, si vous n'avez pas d'amélioration évidente, reprenez une dose, par exemple, à 200 K, hein, qui est une dilution intermédiaire, et attendez encore 3 semaines. Et si au bout de 3 semaines, vous n'avez pas d'effet suffisant, prenez une dose à 1000 K. Hein, donc 15 CH, 200 K et 1000 K à 3 semaines d'intervalle. Mais ne faites pas ça toute seule, faites-le avec, sous la surveillance d'un médecin qui pourra apprécier, d'une part, si c'est vraiment votre remède, parce que si vous voulez, là je dis, natrum muriaticum est un remède souvent indiqué, ça ne veut pas dire qu'il le soit dans tous les cas. Hein. Donc, faites-le quand même avec l'avis éclairé d'un médecin homéopathe, de préférence. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, moi j'ai une question aussi. Comment on peut comprendre le lupus et l'aggravation pendant la grossesse ou le déclenchement du lupus pendant les grossesses? Alors, je pense que ce qui, dans la grossesse, est sollicité, c'est la capacité d'être mère. C'est-à-dire qu'une femme qui, par exemple, a eu une enfance un petit peu difficile,
notamment avec sa mère, va revivre quand elle devient mère à son tour, et à ce moment-là, ça va réactiver tout ce conflit que j'ai évoqué à travers le petit schéma que je vous ai fait. Je t'aime moi non plus. Donc toute cette complexité va être réactivée pendant la grossesse du fait même que cette personne devient mère, comme sa mère, et du coup, ça la renvoie à ses douleurs d'enfance. Et ça peut effectivement réactiver, aggraver la maladie. Merci. Bonsoir. Moi, j'ai pas Bonjour. très bien compris. J'ai bien beaucoup aimé votre image du miroir qu'on peut casser, mais moi, je reste vivante, même si j'ai cassé mon image. Mais est-ce que vous voulez dire que les élixirs floraux et natrum aident à faire cette distanciation entre l'image du miroir et moi-même? Ou bien sinon, comment est-ce qu'on fait pour se séparer de son image? Pour laisser le manteau coincé dans la porte et s'en aller sans le manteau, comment fait-on? C'est une très bonne question sur laquelle je suis en train de plancher en ce moment. Je pense que j'écrirai sans doute un livre là-dessus prochainement, mais c'est encore en gestation. Nous ne sommes pas notre image, nous sommes une âme qui s'incarne. Et cette âme qui s'incarne dans une intention particulière, comment dire, je pense que ce qui pourrait rendre le mieux compte de cela, c'est imaginer que vous soyez une grande boule de lumière et d'amour, et venant dans l'incarnation, vous décidez pour vous exprimer, de vous exprimer par un petit trou de serrure. Donc la lumière, l'amour vont passer dans un petit trou de serrure pour pouvoir s'exprimer autour de vous. Sauf qu'au moment où vous passez dans le trou de serrure, vous regardez à droite, à gauche, et tout d'un coup, vous vous dites « c'est moi ». C'est-à-dire que vous allez vous identifier au trou de serrure. Nous allons nous identifier à une certaine image de nous, à notre apparence physique, à un certain nombre de choses. Bon, tous ces processus d'identification qui font que momentanément, nous oublions de qui nous sommes vraiment et d'où nous venons. Si nous savions qui nous sommes et d'où nous venons, je pense que nous serions plus malades comme nous sommes à l'heure actuelle. Tout ça, c'est lié à un processus d'identification, et je pense que ce qui peut nous aider, c'est de renouer avec cette qualité d'âme que nous portons en nous. Et cette qualité d'âme pour retrouver l'âme qui est en nous. Je pense que repenser à l'étymologie, âme, ça veut dire ce qui m'anime. C'est vraiment de se reconnecter avec ce qui nous anime en profondeur. Qu'est-ce qui donne du sens à mon existence? Qu'est-ce qui m'anime en profondeur? Et je pense que c'est cette démarche-là qui, petit à petit, peut nous aider à nous dégager de cette identification à l'image, de redécouvrir qui nous sommes. Parce que le problème, c'est que le miroir est brisé, nous savons que nous ne sommes pas cette image, mais nous ne savons pas qui nous sommes. Et la difficulté, elle est là, justement. Oh bah, merci beaucoup. C'est- Moi, c'est- j'ai cherché partout et récemment, là, par hasard, en sortant de chez vous il y a 3 semaines, je suis montée dans un monastère et là, d'un coup, j'ai trouvé du mieux-être, mais alors ça correspond tout à fait à ce que vous dites. Parce que le sens de ma vie, c'est ça. D'accord, Donc, voilà. j'ai intérêt à continuer d'aller dans ce monastère ou renouer avec ma spiritualité, si je comprends. Oui, 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 vous savez, ça c'est aussi comment dire, euh, la question de la question de la joie. Spinoza disait que nous avons le devoir, il exprimait ça comme ça, le devoir d'expérimenter la joie dans notre existence. Et je crois qu'il disait aussi, euh, la joie, c'est quand l'âme a le sentiment d'habiter chez elle, quand elle vient en nous, et quand notre âme nous habite vraiment, à ce moment-là, c'est la joie. Donc, la joie peut être un bon thermomètre ou baromètre de la justesse de la voie que vous empruntez. Si vous empruntez une voie qui vous ouvre le cœur et qui vous rend joyeuse, alors
vous êtes sur la bonne voie. Bonsoir, docteur. Je voulais savoir ce que vous pensez du granulome annulaire généralisé. Alors, bon, c'est toujours difficile, peut-être pour moi avec la méthode que j'utilise, de répondre à une question un peu générale comme celle-là, parce que il me manque les éléments du contexte. C'est apparu quand, à quelle occasion, qu'avez-vous vécu à ce moment-là, hein? C'est toujours la même question. Il n'y a pas de règle générale. Les questions de peau, en général, toutes les questions de peau, hein, vont toucher des questions relationnelles, hein, donc relation à l'autre, ou des questions de séparation, hein. Donc, peur de la séparation, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose de, comment dire, d'un petit peu général. Mais à quel moment ce granulome est-il apparu? Qu'avez-vous vécu à ce moment-là? C'est à ce moment-là que les choses vont s'éclairer, hein, quand vous rapprocherez le contexte de la somatisation. Voilà, Ok, je vous remercie. je vous en prie. Alors moi, j'ai une question tout à fait pratique. Je cherchais votre conférence sur les reins et le système urinaire et je ne la trouve pas. Ça veut dire que vous n'allez pas la mettre sur votre site ou que vous allez la mettre? Alors, si, bon, les conférences, toutes les vidéos sont accessibles en replay sur le site de la librairie L'Or du Temps. Ah d'accord, merci. Voilà. Maintenant, la version écrite, il faudrait que je prenne le temps de reprendre toutes mes notes. Et je vous avoue que là, je me suis laissé déborder depuis pas mal de temps. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à, à donner l'équivalent, comment dire, l'équivalent écrit de mes causeries. Cela dit, vous retrouverez l'essentiel de ce que je dis. Là, je le développe, hein, évidemment. Mais l'essentiel, vous pourrez aussi le retrouver dans le livre dont Joachim vous a parlé tout à l'heure, hein, Les maladies, leur sens, leur remède, hein, dans lequel je dis un mot, hein, de chacune des maladies. Et ce que je raconte ici n'est pas tellement différent, hein, puisque ce sont les mêmes idées, peut-être exprimées différemment, mais ce sont quand même toujours les mêmes idées. Donc vous le retrouverez aussi dans le livre. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, docteur Dransart. Je suis Nancy. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est le commentaire sur la relation père-fils. Oui. Je trouve que c'est... Bon, moi, ça me parle beaucoup, mais je trouve que c'est très difficile de se rendre compte par soi-même en tant que père, surtout quand vous avez parlé vous avez donné l'exemple d'une personne qui avait une très belle situation et dont le fils s'est drogué et est devenu délinquant. Et la question que je me posais, c'est dans quelle mesure, en tant que parent, on peut vraiment déterminer ça, parce que, vous voyez, nous, on a vécu un malheur il n'y a pas longtemps, et on se pose beaucoup de questions, et c'est pour ça que ça me parle beaucoup ce que vous dites, hein, parce que le fait que je ne me reconnais pas, rejet, brut, c'est vrai, ça peut être interprété comme ça par l'enfant, hein, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, je me dis, pour les parents, c'est toujours compliqué parce qu'on est pris par le flot de la vie, on ne se rend pas forcément compte de notre position par rapport à la famille, en fait, hein, même en général. Comment fait-on, en tant que parent, pour arriver à comprendre notre façon d'être par rapport à notre milieu intime? Je ne sais pas si vous pouvez me répondre à ça, hein, mais je me pose beaucoup de questions, honnêtement. Je dirais que déjà, c'est plus facile quand on est deux, dans la mesure où quand l'un est aveugle, l'autre ne l'est pas, en général, à moins que les deux le soient en même temps, ce qui peut arriver, hein, malheureusement. Oui, c'est ce que je me dis. Voilà. Oui. Mais
Donc, c'est vrai que les enfants, quelque part, nous sollicitent sur les points que nous n'avons pas, que nous avons à creuser, à travailler. Et je pense que la manière peut-être d'aborder les choses vis-à-vis de l'enfant, c'est déjà de renoncer au jugement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un jugement, il y a une fermeture. Mhm. Déjà, rien que ça, renoncer au jugement, ça va créer une ouverture de cœur que l'enfant peut ressentir. Et à partir du moment où il ressent ça, il faut se souvenir que l'enfant, il est quand même, qu'il le reconnaisse ou pas, parce que lui-même n'est pas conscient de tout ce processus. Bien sûr. Plus que les parents, c'est un mécanisme dans lequel on est tous pris dans une douloureuse inconscience. Et, euh, et l'enfant a quand même besoin, quoi qu'il arrive, il a besoin de l'amour de ses parents, même Mhm. s'il les rejette, hein, et surtout s'il les rejette, si j'ose dire, hein. Il a besoin de l'amour de ses parents, et pour qu'il y ait vraiment amour, il faut qu'il y ait absence de jugement. Et à partir du moment où vous pouvez renoncer au jugement, alors à ce moment-là, il peut y avoir de la compréhension et de l'amour. C'est même pas forcément exprimé. Le fait même d'y penser, hein, souvenez-vous que nous avons quand même les uns et les autres une relation, les psychanalystes diraient une relation d'inconscient à inconscient, Mhm. une relation de nature télépathique. Et c'est une chose que je propose, par exemple, il m'est arrivé de proposer euh, une maman qui me dit ma fille ne me parle plus, euh, elle ne m'a pas souhaité mon anniversaire, elle ne m'a rien dit à la fête des mères, etc. Je dis à cette femme, le soir avant de vous endormir, c'est-à-dire le moment où le conscient et l'inconscient euh, sont, comment dire, un peu perméables l'un à l'autre, Oui. le soir avant de vous endormir, ayez une pensée d'amour pour votre fille. Mais une pensée d'amour qui soit sans finalité, c'est-à-dire, euh, c'est pas, je vais penser à elle pour qu'elle me souhaite ma fête des mères, hein, par exemple. Oui. Donc, c'est vraiment une pensée d'amour qui va, je dirais presque à sens unique, parce que c'est votre fille, parce que vous l'aimez. Et donc, laissez votre cœur s'ouvrir, et puis, qu'elle vous réponde ou pas, ça n'a pas d'importance, hein, c'est pas le but. Voilà. Mais si vous arrivez effectivement à ce degré, hein, d'amour, eh bien, l'enfant le sent. Hein, même si ça fait 1 an qu'il ne vous a pas parlé, ou même 2 ans qu'il ne vous a pas parlé, vous verrez qu'il va se passer quelque chose. J'ai souvent vécu cette situation après avoir donné ce conseil, hein, à des parents qui étaient en difficulté avec leurs enfants, d'avoir des pensées d'amour pour eux, mais sans désir de retour, sans désir de retour, sans jugement, sans désir de retour. Eh bien, dans les semaines qui suivent, souvent, il se passe quelque chose, hein, un petit coup de fil, tout d'un coup, on se demande pourquoi, ça fait 1 an qu'il ne nous a pas téléphoné, et puis voilà qu'il se met à nous téléphoner. Donc, vous voyez, je crois que euh, c'est, euh, rien n'est jamais perdu à partir du moment où vous vous recentrez sur l'amour. Et je pense que là, la solution, elle est là. Et le fait, vous savez, dans un couple, c'est comme nos yeux. Vous savez que dans les yeux, chacun de nous a un point aveugle. C'est-à-dire que si vous passez le doigt, par exemple, l'œil droit, ici, Oui. je ne le vois plus, hein, voilà. C'est mon point aveugle. Bon, heureusement que j'ai mon œil gauche qui va me permettre de voir ce que l'œil droit Mhm. ne voit pas. Et, Oui. et dans un couple, c'est aussi un peu la même chose, hein. C'est-à-dire que chacun des deux partenaires a son point aveugle. Nous avons tous notre point aveugle, mais Mhm. l'autre le voit et il peut nous éclairer. Il peut nous poser des questions. Et si nous l'écoutons, si effectivement nous le faisons avec le cœur, petit à petit, les choses peuvent se dénouer, hein, voilà. Il ne faut surtout pas se bloquer, il ne faut surtout pas perdre espoir, euh, il faut ne pas juger, avoir confiance aussi dans l'âme de l'enfant. C'est-à-dire que même lorsque l'enfant euh, comment dire, fait des bêtises, hein, Mhm. même lorsque l'enfant fait des bêtises, euh, quand vous l'aimez, pensez toujours à la beauté de son âme. Parce que en pensant à la beauté de son âme, c'est son âme que vous allez alimenter, c'est sa beauté que vous allez alimenter, et en alimentant sa beauté, vous allez l'aider à se sortir, hein, de l'errance dans laquelle cet enfant se trouve. Merci beaucoup, docteur. Vous ne pensez pas que la peur
Je me questionne beaucoup. Hein. Vous ne pensez pas que la peur qui est inhérente à l'être humain, parce qu'on a peur qu'il arrive quelque chose à nos enfants, même à nos proches en général, ça nous fait ça nous évite de réfléchir. La peur, Alors, mais Philippe, je ne sais pas, hein, je me pose cette question. non, mais que la peur soit là, c'est légitime. Je dirais que vous avez peur, ça veut dire aussi que vous aimez votre enfant, puisque vous Oui. avez peur pour lui. Mhm. Mais si vous voulez, je pense que si vous pouvez, si vous aimez votre enfant, enfin, moi je me suis livré à ça, non pas avec un de mes enfants, mais avec une personne que j'aimais beaucoup et pour laquelle j'avais peur. Et le soir avant de m'endormir, donc je pensais à elle avec des pensées d'amour, Mhm. en me disant que ces pensées créaient autour d'elle une espèce d'aura protectrice. Hein, D'accord. et que ça me permettait, si vous voulez, de remplacer la peur par la confiance. Je comprends. Je comprends. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie, je vous en prie. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je suis arrivée un peu en retard. Je ne sais pas si vous avez parlé du diabète de type 1 chez un enfant. Oui, alors j'en ai parlé. Donc, le diabète de type 1 chez un enfant est très souvent lié à une peur profonde, et souvent une peur qui n'a pas été exprimée. Et c'est une peur en rapport avec cette idée, cette peur de perdre le lien d'amour. Je vais vous citer juste 2 exemples, hein, par rapport à ça. C'est une jeune fille de culture maghrébine, hein, qui, 15-16 ans, se retrouvait dans le bas de son immeuble HLM, avec avec son petit copain. Et puis, à 15-16 ans, c'est l'âge des hormones. Hein, et donc, elle avait, comment dire, elle se retrouvait dans un endroit qui était mal abrité, dans une position et une relation tout à fait équivoque, hein, vis-à-vis du petit copain. Quand arrive la voisine, qui entend du bruit, qui passe la tête et qui voit cette jeune fille. Et cette jeune fille s'est dit, elle a eu la peur de sa vie, elle s'est dit, mes parents vont le savoir, ils vont peut-être pas me chasser de la maison, mais je serai, voilà, je vais perdre leur amour. Hein. Mes parents vont le savoir, dans ma culture, c'est interdit. Hein, voilà. Je vais perdre leur amour. Et cette jeune fille, quelques semaines après, a commencé à développer donc un diabète de type 1. Un autre garçon, une autre situation, un jeune garçon dont les parents étaient enseignants et qui se retrouve un jour, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec un 0 qui n'était pas mérité d'ailleurs, hein, un 0 sur son carnet de notes alors que c'était le premier de la classe tout le temps. En fait, le prof avait puni toute la classe dans un moment de colère, il avait dit « je mets un 0 à tout le monde », y compris à ce garçon. Et ce garçon est allé voir le prof en disant « mais monsieur, moi j'ai fait mon devoir comme il fallait ». Et le prof n'a pas voulu revenir sur sa décision. Il lui a dit « oui, mais toi, t'inquiète pas, hein, j'ai mis 0, mais je sais ce que je fais, j'ai confiance en toi ». Bon, sauf que le garçon, il avait son 0 pointé, ses parents qui l'attendaient à la maison, tous les deux enseignants. Donc, vous imaginez comment dire, le côté un peu d'exigence, hein, de travail et de perfection, et une exigence à laquelle il adhérait puisqu'il était premier de la classe. Hein. Mais quand il est rentré chez lui avec son 0, il s'est dit qu'est-ce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qui va m'arriver. Ça a été la peur de sa vie. Hein, et la peur de sa vie, ça a fusillé son pancréas. Et pareil, quelques semaines après, un diabète s'est déclenché. Donc, vous voyez, c'est pas tellement, comment dire, c'est pas des peurs rationnelles, hein, c'est des peurs psychologiques, mais des peurs profondes, des peurs qui vont toucher le sentiment du lien vital et la peur de perdre l'amour, hein, d'un proche. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est une règle générale, mais c'est quelque chose que j'ai très souvent observé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir Philippe. Oui. Martial. Je voulais juste savoir comment vous faites le lien entre la colère et le chagrin. Vous en avez parlé dans
dans ce que vous nous avez adressé par mail. Et c'est noté qu'après, le chagrin se traduit souvent par une inflammation. Et c'est quoi le lien entre derrière toute Ce sont colère se cache un chagrin? Voilà, merci. Oui, nos émotions, les émotions que nous somatisons ne sont pas univoques. Hein, c'est pas rouge ou bleu ou jaune. C'est un peu multicolore, c'est-à-dire que ce qui peut aider, c'est l'image d'une pièce de monnaie. Hein. Les choses sont souvent avec un côté pile, un côté face. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui est en colère, après par exemple avoir vécu une enfance difficile, après avoir manqué de l'amour de son père ou de sa mère, elle vit ça dans une colère, d'où l'inflammation, etc. Mais derrière cette colère, en général, se cache du chagrin, un chagrin dont elle n'est pas consciente. C'est-à-dire que souvent, nous sommes conscients de notre colère et pas du chagrin, ou inversement. Et j'invite les personnes à ce moment-là à retourner la pièce pour voir ce qui se cache derrière, hein, de l'autre côté de la pièce. Parce que c'est ça qui va souvent nous révéler, hein, le, la vraie douleur, la douleur cachée. Ce que nous somatisons en général, c'est pas forcément la douleur apparente. Hein, la douleur apparente, je la compare à un arbre qui cache la forêt. Hein, donc la douleur apparente, elle va cacher une autre douleur qui est derrière. Et c'est pareil, mais dans le sens inverse. Quand les personnes viennent, par exemple, pour des angoisses, une manifestation d'angoisse, je leur dis, mais souvent, l'angoisse, c'est une colère cachée. C'est-à-dire, vous posez la pièce de monnaie sur la table, hein, une pièce de 2 euros, ben, côté pile, vous allez voir le chiffre 2. Bon, très bien. Mais si on retournait la pièce pour voir ce qui se cache derrière, on va découvrir autre chose qui souvent va nourrir la douleur apparente. Donc le chagrin va nourrir la colère, mais tant que vous occupez, comment dire, tant que vous occupez de la colère sans vous occuper du chagrin, vous n'arriverez pas à guérir de votre colère. Est-ce que Oui, je voulais juste savoir, ouais, c'est ça, comment vous faisiez le lien entre la colère et le chagrin. Mais à vrai dire, c'est lié, mais c'est comme la colère et la culpabilité. ouais. C'est comme une femme, par exemple, qui doit s'occuper de sa mère âgée. Bon, mais une mère âgée qui est pénible, un peu exigeante, qui voudrait que sa fille soit là presque tout le temps auprès d'elle. Donc, cette fille, elle va se mettre en colère contre sa mère. Hein, voilà. Mais sauf que si un jour, elle se dit, oh, elle exagère, cette fois, elle n'a pas besoin de moi, je n'y vais pas, et puis je fais tranquillement ce que j'avais prévu de faire à côté, et bien à ce moment-là, elle va se culpabiliser. Donc, elle est coincée entre la colère et la culpabilité. C'est toujours intéressant de retourner la pièce parce que, encore une fois, ces émotions se nourrissent l'une et l'autre. Et si vous arrivez effectivement à identifier l'émotion première, à ce moment-là, vous pourrez tout dénouer. Si vous voulez, c'est comme, je reviens sur la colère, si vous retournez la pièce pour voir le chagrin qui se cache derrière la colère, si vous acceptez ce chagrin, si vous l'acceptez, vous acceptez à ce moment-là de le vivre, vous acceptez qu'il vous traverse, et à partir du moment où vous acceptez qu'il vous traverse, vous allez petit à petit en être libre. Votre image, l'image que vous avez de vous, ne va plus s'attacher à ça. C'est comme quelque chose que vous allez vivre, que vous aurez vécu, et une fois que vous l'aurez vécu, vous pourrez passer à autre chose. Et pour ça, il faut se pardonner d'avoir mal. C'est-à-dire, on n'a pas, souvent quand on parle du pardon, il ne s'agit pas de pardonner aux autres. Enfin, c'est bien de pardonner aux autres, mais il faut se pardonner à soi-même la douleur que nous ressentons envers nous. Et cette douleur, nous la refusons, et quand nous la refusons, c'est à ce moment-là qu'on va la somatiser. Ça va, je ne suis pas trop, pas trop brouillon, c'est clair? Non, merci. Alors, excusez-moi de reprendre. Une fois que c'est somatisé, il s'agit alors de se pardonner de somatiser? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je veux dire, quand l'émotion est somatisée, l'émotion qui est somatisée, c'est une émotion qui n'est pas reconnue. Hein, ça, c'est l'histoire de Noël.
avec sa polyarthrite, hein, je vous en reparle parce que vraiment, c'est une situation typique. Hein, elle venait avec ses mains rouges gonflées en me disant j'ai perdu mon fils et je sais que c'est mon chagrin. Et quand j'ai regardé ses mains, je lui ai dit non, c'est pas du chagrin, c'est rouge, c'est enflammé, c'est de la colère. Elle n'avait pas du tout conscience d'être en colère. Et pourtant, c'était une colère qui débordait, colère envers son fils d'avoir fait n'importe quoi et de s'être cassé la figure, colère envers elle-même de ne pas avoir su retenir son fils. Donc, c'est, si vous voulez, ce qui est somatisé, c'est la part cachée de l'émotion. Et on bute toujours sur la part apparente. Hein, et quand vous retournez la pièce, vous voyez la part cachée. C'est comment dire? C'est comme quand vous avez un ennemi, pour faire la paix avec l'ennemi, il faut d'abord le rencontrer. Hein, si nous n'allons pas à la rencontre de l'émotion, la première émotion, hein, qui nous fait souffrir, on va se battre avec le miroir, si vous voulez, avec l'autre face de la pièce. Mais vous ne pourrez pas vous libérer d'une colère sans accepter, par exemple, soit le chagrin, soit la peur ou le sentiment d'impuissance, parce que la colère est souvent liée par, comment dire, nourrie par un sentiment d'impuissance. Hein, donc, tant que vous ne reconnaissez pas ça, vous vous battez contre la colère, alors que ce n'est pas elle vraiment la source. Merci beaucoup. Merci. Souvenez-vous de l'image de la pièce de monnaie, c'est une image qui rend beaucoup service dans de grand nombre de situations. Si vous retournez la pièce, des choses vont apparaître. C'est comme des personnes qui me disent, par exemple, voilà, j'ai mal du côté droit parce que je me suis engueulé avec mon père. Et je leur dis, bon, et avec votre mère, comment ça se passe? Hein? Et là, tout d'un coup, ces personnes qui pensaient être en difficulté avec leur père, et puis ça faisait des années, hein, qu'elles éprouvaient cette difficulté, tout d'un coup, elles réalisent que, bah oui, maman a aussi une petite part de responsabilité. Je ne dis pas qu'il fallait accuser les deux parents, mais ça permet d'avoir une vision plus globale des choses. Ce qui nous fait souffrir souvent, c'est que nous avons la moitié de la vision des choses. Hein, nous ne voyons qu'une moitié, ça nous fait mal. Et quand vous voyez l'autre moitié, il y a une espèce de complétude qui fait que le fait de le voir, ça nous libère. Hein. Patanjali nous disait, les choses ne sont là que pour être vues. C'est-à-dire que tant qu'on en voit la moitié, on souffre. Quand on voit les deux moitiés en même temps, quand on retourne la pièce, ah, c'est ça. Hein. Je l'ai vu, ok, je peux passer à autre chose. J'ai compris, je l'accepte, c'est comme ça. Et ça me libère, quelque part, ça nous libère. Merci beaucoup. Bonsoir docteur, c'est Laure. Je me permets de vous poser une petite question parce que je me retrouve devant une problématique depuis quelque temps, c'est-à-dire que j'ai une bronchite qui a du mal à, alors moi je l'exprime comme ça, une bronchite qui a du mal à sortir. Est-ce que cela peut traduire de la colère que je n'arrive pas à exprimer, des choses que je n'arrive pas à dire? C'est-à-dire que je sens qu'elle bloque, elle stagne, elle ne sort pas. Vous faites la question et la réponse. Ah. Oui. Hein, vous dites, est-ce que cette bronchite, voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à sortir? Ben oui, c'est quelque chose que vous avez du mal à sortir. Et pour pouvoir le sortir, encore faut-il trouver la parole juste. Hein, c'est tout un travail intérieur pour effectivement trouver la parole juste qui nous permette de dire les choses sans forcément transformer cela en reproche. Hein, vous savez, un reproche, ça ne sert à rien parce que quand vous faites un reproche à l'autre personne, elle se bloque en général. Donc 9 fois sur 10, même si intérieurement elle a entendu ce que vous vouliez lui dire, extérieurement, elle va fermer la porte et ça sera fini. Mais si vous dites à la personne, non pas un reproche, mais vous lui dites, ben voilà, tu m'as fait ça, moi ce que je ressens, c'est ça. Voilà. Ce que je ressens, c'est ça. Vous lui dites juste ce que vous ressentez. C'est un moyen de communication non violente, hein, qui permet à la personne de prendre conscience, hein, de la blessure qu'elle vous a infligée, le plus souvent sans le faire exprès. Hein, et à ce moment-là, ça permet effectivement d'établir un dialogue, hein, et une réconciliation.
Mais voilà, la bronchite, c'est une inflammation, c'est de la colère, de quelque chose qui a du mal à se dire. Et quand la bronchite s'accompagne d'une toux grasse, j'ai presque envie de dire que cette toux grasse, ben, c'est tout ce que nous ne parvenons pas à dire et qui nous encombre. Oui, bah, c'est tout à fait ça, parce que là, c'est très gras et voilà, oui, c'est très gras et ça traîne, ça met du temps, voilà. Hein, ok, très bien. Bon, bah, je vous remercie beaucoup, docteur. Merci en tout cas pour votre conférence qui était, comme toujours, très enrichissante. C'est gentil, c'est gentil. Vous pourriez peut-être prendre aussi de la fleur de cosmos. La fleur de cosmos en élixir floral est une fleur intéressante pour trouver les mots justes, pour dire les choses et trouver les mots justes. Hein. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous en prie. Oui, bonsoir, docteur Dronsard. C'est Florence. Je vous consulte pour mes problèmes de vue et vous venez de parler du diabète. Et on m'a dit, quand j'ai perdu la vue, c'est que j'avais fait une crise de diabète inaperçue et qui rejoint la peur de l'abandon quand j'ai quitté mon domicile. Enfin, je ne sais pas si je peux faire un lien parce que je n'en avais pas conscience, mais tout à l'heure, quand vous l'avez évoqué, je me dis oui, tu as fait une crise de diabète et en même temps, j'ai eu un grand sentiment d'insécurité. Oui, mais c'est ça. Oui, la peur, c'est une peur vitale. La peur qui touche le diabète, hein, c'est la peur de perdre le lien d'amour, mais un lien d'amour qui est vécu comme vital. Hein. Et effectivement, ce sentiment d'insécurité a pu contribuer au diabète. Et encore une fois, si vous faites la paix avec cela, ça peut vous aider. Ça permettra pas forcément, quand le corps est trop blessé, on ne guérit pas forcément de tout, mais la véritable guérison, c'est comme une guérison intérieure, c'est une guérison spirituelle. Voilà. Donc, même si vous ne parvenez pas à guérir de votre diabète, je pense que le fait de comprendre tout ça va vous aider à faire la paix avec et à vous découvrir aussi vous-même. Parce que je pense que tout ce que nous vivons, c'est là aussi pour découvrir qui nous sommes, vraiment. Éveiller notre conscience à qui nous sommes et à ce qui nous entoure. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci. J'aime beaucoup ce mot de la fin, Philippe. Si tu es d'accord, nous allons clore cette soirée. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Hein. De toute façon, il y a tellement de choses à dire tout le temps, mais je crois que c'est bien d'y mettre un terme. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci Christine, merci Joachim pour votre accompagnement fidèle. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous. Pareillement. Bonsoir. Au revoir, docteur. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Merci, docteur. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir.